L'image la plus marquante, c'est le lendemain du départ. On part et le lendemain midi, on est au Cap Finistère, ça allait assez vite. Seb Jot qui est juste là-bas. Morgan un peu dessous. Et puis on a Yann qui croise juste derrière là. C'est la bagarre. Je pense que tous les bateaux qui étaient devant, on était dans le même état d'esprit. C'était on se préserve, on préserve le bateau, mais on préserve pas la performance en fait. Et c'est ça quoi. On fait attention à ce qu'on fait, mais on le fait à fond et ça a été ça jusqu'au bout. Et dans les alizés, il fait chaud. Cher. Ah, 25 nœuds. On adhère le large du Portugal jusqu'au quasiment au Cap de Bonne-Espérance, on est sur un seul bord. Et là, on a un vent qui se renforce et on fait pendant quasiment une semaine des moyennes à 500 000 par jour. Attention pour le passage de l'équateur en direct d'SMA. Je crois que c'est passé. Ça y est, 0,24 sud. Premier matin dans l'hémisphère sud. La tradition a bien été respectée puisque j'ai versé un petit peu le château Camp-de-Merle du Médoc à Neptune, au bateau. J'ai bu un petit coup et puis je m'en suis aussi bien renversé partout sur le short. Voilà, ça, comme ça je m'en souviendrai. On vient de passer le Cap de Bonne-Espérance cette nuit. On en est là maintenant. Prochaine étape, les Kerguelen et le Cap Lewin. Émotionnellement, en fait, le Cap de Bonne-Espérance relie plein de choses. C'est un peu un moment clé de la course puisqu'il y a tout ça. Il y a les avaries qui arrivent, les premières avaries. Il y a le Cap de Bonne-Espérance qui est le premier passage symbolique après l'équateur, mais qui fait que voilà, on rentre dans le sud, on rentre dans quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est le moment où je rentre un peu dans l'inconnu. C'est la première fois que je passe autant de temps en mer. J'arrive dans un territoire où j'ai jamais mis les pieds, qui est le sud, les mers du sud. Et puis je rentre dans l'inconnu aussi parce que je commence à réparer des choses en mer, des choses importantes. Ces trois choses-là font que oui, le Vendée Globe commence à ce moment-là. J'ai jamais rien remis à plus tard et c'était vraiment mon leitmotiv dans le sud, c'était ça. Et dans le sud, il y a tout le temps des centaines et des centaines d'oiseaux qui entourent le bateau. C'est assez contemplatif de pouvoir admirer les albatros qui rentrent et qui sortent de la houle. Voilà, il n'y a pas beaucoup de moments où on s'évade dans le Vendée Globe et c'était un des bons moments en tout cas pour moi. Je suis allé à un niveau de concentration et de don de soi que j'avais jamais fait avant. C'est une étape de Solitaire du Figaro. Pour moi, c'est exactement le même niveau de concentration et d'implication, sauf qu'au lieu que ce soit 4 jours, c'est 2 mois et s'il avait fallu tenir 2 mois et demi, je pense que j'aurais pu tenir jusqu'au bout. C'est monté à plus de 35 nœuds et la mer est vraiment assez impressionnante. Je me retrouve dans 8 mètres de houle avec 35 nœuds de vent, ce qui est complètement maîtrisable, mais une mer quand même assez forte. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit problème, c'est que sur un moment où une petite manœuvre, je remplis mon bateau d'eau et voilà, j'ai mon premier vrac un peu important. Mais bon, tout se passe bien et derrière, ça se passe et on continue la route. Donc c'est une première alerte, mais qui me donne confiance dans la suite, quoi. On a eu 45 nœuds tout à l'heure. Ça commence à être fatigant un peu ces conditions, mais... On se retrouve à passer sous l'Australie, Cap Lewin, et il faut aller vite. On sait que si on va vite, ça va bien se passer. On va avoir des vents de 40, 50 nœuds. Mais derrière, c'est 80 nœuds. Et 80 nœuds, c'est vraiment des situations d'urgence et de sécurité. Donc on n'a pas envie de se faire cueillir là-dedans. Et j'ai des problèmes de hook, et donc je me retrouve à affaler une quinzaine de fois ma grand voile et vraiment à stresser. C'est vraiment le moment où j'ai eu le plus angoissé dans le Vendée Globe, puisque je suis dans une incapacité d'accélérer parce que j'ai un problème technique. Et puis finalement, on passe sous la Nouvelle-Zélande, ça passe juste et c'est un gros soulagement de passer. Et là, c'est le moment difficile, vraiment le moment le plus dur pour moi dans le Vendée, en course en tout cas. Je me retrouve à me battre pendant plus d'1 heure et demie et puis voilà, je range tout, je repars, je mange, je bois 1,5 litre d'eau sans m'en rendre compte en 10 minutes. Et quand je me réveille juste après, en fait, je me rends compte que je ne peux plus bouger parce que les bras sont complètement tétanisés. Et le corps humain est allé tellement loin, en fait, l'énergie qu'on est capable de mettre dans notre cerveau et qu'en fait, on dépasse complètement nos limites physiques. En fait, on est dans voilà, et du coup c'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrivait d'oublier qu'on a mal au bras, d'oublier qu'on a mal aux jambes, d'oublier qu'on est fatigué. En fait. J'ai toujours eu confiance en moi et en le bateau surtout. Je pense que l'équipe avait hyper bien bossé. On a vraiment préparé le truc ensemble et du coup j'avais vraiment confiance dans tout ce qui avait été fait. Parce que je pensais être un des bateaux qui a eu le moins de problèmes techniques du Vendée, quoi. Et
voilà, c'est sûr que forcément la déception, quand l'avarie arrive, elle est encore plus grande parce que tout était nickel, quoi. Je suis en train de dormir et j'entends un énorme boom, un énorme bang, et je sens tout de suite que la quille part sous le vent. J'essaie de trouver la panne, et puis là, en examinant un peu plus près, je vois une énorme fissure dans le vérin, donc je vois que ça fait le tour du vérin. Là, tout de suite, je sais que c'est fini, que la course elle est terminée. Et donc du coup, c'est pas réparable. Maintenant, la priorité, c'est de mettre le bateau en sécurité. Est-ce qu'on peut ramener le bateau? En gros, c'est la question, elle est là, quoi. Il n'y a que quand je me retrouve derrière l'anticyclone, je monte dans des conditions beaucoup plus calmes, que du coup, j'arrive à faire cette vidéo. J'estime qu'aujourd'hui, on a réussi à se mettre en sécurité, on se rapproche des îles de Polynésie. Donc je viens de contacter la direction de course pour officialiser l'abandon d'SMA. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce Vendée Globe. C'est une course incroyable et que j'ai découverte. J'imaginais pas que ce serait aussi intense. Je sais que j'ai abandonné, mais je peux rien lâcher. Je suis obligé de me battre, de me donner de l'énergie alors que je suis déjà psychologiquement atteint et il faut que je me batte quand même. Et puis c'est 1 sur 2 les avaries, et puis on se rend compte qu'au final les avaries, c'est sur les projets qui ont des ambitions sportives, elles sont encore plus importantes et c'est terrible, quoi. On ressent par le message des gens, de tous ces gens, que ce soit le groupe SMA, que ce soit le grand public, quand on reçoit les messages d'encouragement, de félicitations, mais de déception suite à l'abandon, on se rend un peu compte de ce qu'ils ont pu vivre pendant la course et de l'émotion qu'ils ont pu... Même si nous, on était concentrés dans notre bulle, ça fait super mal parce qu'on est hyper déçus et je suis presque plus déçu pour eux que pour moi. Et ça, c'est vraiment difficile quand on retourne, quand on arrive et qu'on revient à terre. Arrivé à Tahiti après une grosse semaine de galère, et ça fait vraiment du bien de voir cette terre et sentir les odeurs, c'est magnifique. J'arrive au petit matin, donc c'est vrai que c'est un sentiment incroyable parce que j'avais pas vu de terre depuis le départ, et puis je pensais pas voir autant de monde, quoi. C'est incroyable le monde de bateaux que j'arrive, et quand j'arrive, c'est juste... Puis dans une ambiance complètement festive qui est caractéristique des îles. C'est très difficile d'abandonner la course et d'être accueilli comme ça me redonne le moral. Puis quand on a pris la décision de rapatrier le bateau par cargo, en fait, on a beaucoup de travail. Tout le monde voulait nous aider, en tout cas par quel que soit le moyen. Voir des gens aussi souriants qui nous ont aidés, ça nous a fait du bien parce que c'est toujours des moments difficiles. Ça nous a fait beaucoup de bien de rencontrer tous ces gens-là et je voudrais vraiment les remercier. Et entre le moment où en fait c'est fini et je quitte mon bateau, c'est plus de 15, c'est 20 jours après, quoi. Le Vendée Globe tout seul dans le sud, dans des mers complètement incroyables, c'est sûr que ça paraît complètement improbable en fait de se dire ce gars-là il est tout seul dans un endroit où on n'a pas du tout envie d'être, il y a 10 mètres de vagues, et des vents incroyables, etc. Et sauf qu'on est sur notre bateau. Et alors moi on m'aurait mis sur un autre bateau, j'aurais été en panique. Hein. Là je suis en sécurité uniquement parce que je suis sur ce bateau-là que je connais par cœur, que je maîtrise, et du coup je suis dans une confiance totale. Parce qu'on a bossé comme des dingues, que l'équipe technique a bossé comme des dingues, et que ces 2 mm de carbone, ces 2 cm de mousse et ces 2 mm de carbone, c'est vrai que c'est pas grand chose entre moi et l'eau, mais j'ai une totale confiance en ça et j'ai une totale confiance en mon bateau. Donc, ça peut paraître étrange pour les gens justement, et je crois que c'est justement ce qui nous permet de faire des choses aussi incroyables que d'aller aussi loin qu'un Vendée Globe. C'est juste parce qu'on a une confiance dans nos bateaux et ces bateaux-là nous protègent, et voilà, c'est une relation hyper forte entre nous. Moi je suis trop content d'avoir vécu ce sud. Il manquait pas grand chose, il manquait un tiers du Vendée Globe, il manquait le plus beau, il manquait le Cap Horn, ça c'est vraiment un des plus gros regrets, mais là aujourd'hui je reviens avec des certitudes là-dessus, et c'est que oui, j'ai envie de faire ça, le plus longtemps possible, et c'est une chance de pouvoir dire ok, fin 2017 on va faire la Transat Jacques Vabre, et c'est une chance énorme, et on en est bien conscient.